Je m'entraîne à peu près 20 heures par semaine. Ah oui. C'est pas mal, ouais. Et quand je sers du revers, ce qui fait rire un peu tout le monde, c'est que je penche ma tête à gauche. Alors c'est un réflexe que j'ai. Et puis bah, là, il y a des petits jeunes qui sont commencés à arriver. Il y a moi, il y a Flora, il y a Morgane, il y a Esteban. C'est vrai qu'on est pas mal arrivé là cette année. Il y a une nouvelle dynamique qui est en place, quoi. Alexandra, de me recevoir ici chez toi à Bois-Guillaume. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Une partie face à l'athlète, une partie visualisation, ton ressenti sur les valeurs Top Triomphe, et puis ensuite des questions sans tabou. Donc voilà, c'est la dernière partie, la plus marrante, on va dire. Mode athlète. Pour commencer, alors je vais te demander de te présenter tout simplement qui tu es et dans quel club tu joues et depuis quand. Bah, je m'appelle Alexandra Saint-Pierre, j'ai 24 ans. Je suis paraplégique des suites d'un accident de la voie publique en août 2017. Et en 2019, pour m'aider dans ma reconstruction, je décide de reprendre une activité sportive sur le conseil de mon médecin et je me tourne vers le tennis de table, puisque c'est une pratique que je connaissais, puisque j'en ai pratiqué étant plus jeune. Et donc c'est là où j'ai fait la rencontre de mon entraîneur Guillaume Marais et qui m'a fait découvrir aussi des compétitions internationales. Et j'ai commencé les compétitions internationales l'année dernière. J'en ai fait 6 au total, non 7, j'en remporte 6, ce qui m'a permis d'être numéro 2 mondial et d'être qualifiée pour mes premiers championnats du monde. Et là, je reviens des championnats du monde avec une médaille d'or en simple et une médaille de bronze en double dame. Présentation assez complète et puis on sait directement où on met les pieds. Petite question, comment t'as paru la compétition? Est-ce que c'est un titre que tu visais ou au contraire c'est totalement une surprise? C'est un titre que je visais, puisque c'est vrai que l'année dernière, quand j'ai commencé les compétitions internationales, c'était plutôt pour voir où je me plaçais par rapport aux autres. Après, j'ai vu que je gagnais des matchs, et au fur et à mesure de mes victoires, j'ai gagné des places, et je me suis dit, bon, bah, arriver 2 mondiales, je les ai quasiment toutes battues. C'est vrai que ramener le titre, c'était mon objectif. Et c'est vrai que mon ressenti sur la compète, bah, quand on arrive au tout début, c'est pas comme une compétition internationale banale, c'est pas du tout les mêmes conditions. On sent qu'on est dans quelque chose de... On sent qu'on est dans vraiment quelque chose d'une grosse compète de référence avec un stress qui est quand même différent. J'avais lu j'avais lu dans un article que tu espérais simplement une qualification à ces championnats du monde et tu te retrouves à gagner. Donc comment on passe de j'espère avoir une place en qualification à avoir l'ambition de la remporter? Ce que je te disais, il y a un an, quand j'avais pas de classement mondial, donc c'est vrai que j'espérais à ce moment-là me qualifier pour les championnats du monde. C'était pas encore fait. Quand j'ai obtenu ma qualification, que le classement mondial me permettait de pouvoir espérer la médaille d'or. Et après, quand on voit la liste des joueuses qui sont qualifiées, que sur toutes celles qui sont qualifiées, qui sont dans le top mondial, je les ai déjà au moins battues une fois. Bah, c'est vrai qu'on se dit, on peut recommencer sur cette compète-là et les gagner. Et obtenir un médaille d'or. Mais après, quand j'affronte en demi-finale la numéro 2 mondiale, par exemple, c'est une joueuse que j'avais déjà jouée, que j'avais déjà battue, mais qui m'avait aussi déjà battue. Elle m'avait battue 2 fois, je l'avais battue 2 fois, donc c'était un peu la belle. On se connaissait déjà plus ou moins, c'était notre 5e match ensemble, donc tu pars quand même confiant parce que tu l'as déjà battue une fois, que la dernière fois, sur le dernier match, c'était moi qui l'avais battue, mais tu as quand même un petit doute sur, elle a pu progresser, j'ai pu progresser, ok, et donc... on s'est analysé toutes les deux, j'ai fait de l'analyse vidéo, des membres de l'équipe de France l'ont vu m'analyser sur les trajets hôtel, salle d'échauffement. Donc oui, on s'est analysé, on se regardait en salle d'échauffement pour voir qu'est-ce qui avait pu changer et comment elle se sentait, parce que tu peux être très à l'aise sur un coup un jour et le lendemain être moins à l'aise. Donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup analysé avant le match. J'ai aussi lu, j'ai fait quelques petites recherches forcément, que ce championnat-là, c'était un nouveau format de championnat. Comment tu trouves ce nouveau format? Est-ce que pour toi, ça t'avantage? Est-ce que c'est plus difficile? Alors moi, par rapport au double mix, double dame, c'est vrai que moi j'ai quasiment connu que ça. Je suis arrivée il y a un an. Sur mes 2 premières compétitions internationales, c'était le team, donc team dame, où on jouait un double et après il y avait un simple ou 2 selon le match. Et donc les doubles sont arrivés en début d'année, sauf que moi c'était ma première compète de référence, c'était mes premières compètes. D'accord.
Donc le changement team, double mix, double dame, c'est vrai que ça n'a pas énormément eu d'impact sur moi. Après, il a fallu que je découvre aussi le double, parce que j'en faisais pas beaucoup avant. Donc il a fallu aussi apprendre à se connaître avec son partenaire de double, partager la table. C'est vrai que c'est des choses qu'on met en œuvre tout au long de l'année qui est différente. Après, du coup, le match à élimination directe, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert parce que sur les compétitions internationales, on était dans des poules, donc on faisait minimum 2 matchs au début pour une poule. Donc, si tu faisais pas un très bon match au début, tu avais une possibilité de te rattraper après. Là, on arrive et on est directement en KO, donc en quart sur un premier match où tu redécouvres l'aire de jeu parce que tu l'as découvert avant, mais qu'en double. Donc là, il faut que tu reprennes possession de l'aire de jeu, que tu reprennes possession de la table entière. C'est vrai que c'est différent. Et puis, t'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si tu te loupes, t'as pas de deuxième match en me disant c'est pas grave. Donc, faut être vraiment au taquet et il faut démarrer dès le début. Alors, moi qui ai un petit diesel qui est longue à démarrer, c'est vrai que, et puis, moi, il me faut du temps pour dompter le sol qui peut être différent. La table, on a beau s'entraîner tout le temps sur une table, tu as des rebonds qui vont être différents, des hauteurs de rebonds qui vont être différentes, la rapidité va être différente. Et donc, s'habituer aux conditions, ça demande un peu de temps. Et donc là, on n'a pas vraiment tout ce temps-là. Compétition dans un peu plus d'1 an, les fameux JO à Paris. Ouais. Donc, tu devines la question. Quel va être l'objectif des JO pour toi? Ramener la médaille d'or, obtenir le titre paralympique. C'est vrai que. Donc là, on est dedans, quoi. On est dedans, ouais. Ok. C'est pas l'objectif de participer au jeu, c'est vraiment l'objectif de ramener la médaille d'or. C'est sachant que là, au monde, il n'y avait pas les Chinoises. Elles sont pas sorties, mais qu'au jeu, normalement, elles y seront. Vous aviez fait aussi vous avez fait des très beaux jeux à Tokyo. J'avais noté aussi 3e nation, je crois, sur les médailles, 11 médailles ramenées. Ouais. Si c'est bien ce que alors, moi, j'étais pas à Tokyo, mais. Du coup, ça fait qu'au niveau de l'équipe de France, vous allez avoir un objectif qui va être au-delà de ça, surtout que c'est à Paris. Et puis là, il y a des petits jeunes qui commencent à arriver. Il y a moi, il y a Flora, il y a Morgène, il y a Esteban. C'est vrai qu'on est pas mal arrivé là cette année. Il y a une nouvelle dynamique qui est en place, quoi. Ok. Pour revenir un petit peu, Alexandra, d'où est-ce que tu viens, même si tu l'as précisé un peu au départ, d'où est-ce que tu viens, comment tu as découvert le tennis de table? Alors, je suis née à Abbeville, en Picardie, et je suis arrivée en Normandie en 2018 après mon bac. Pourquoi je suis venue au tennis de table en e-sport? Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un sport que j'ai découvert en primaire et avec lequel j'ai vraiment accroché. Donc j'ai franchi le cap de passer en club. Et j'en ai fait pendant quelques années en club avant de devoir arrêter parce que j'ai eu une maladie au niveau de la jambe droite. Et après, j'ai eu mon accident. Mais donc, du coup, c'est vrai qu'après, en 2019, quand j'ai voulu reprendre une activité sportive, c'était le tennis de table parce que c'était un sport que j'aimais bien. Et du coup, pour rebondir sur ça, le paratennis de table, tu l'as fait depuis pas très longtemps, mais tu as quand même rapidement gravi les échelons pour avoir aujourd'hui ce titre de championne du monde. Comment tu expliques cette ascension aussi rapide? Parce que déjà, je connaissais, quand je suis arrivée au tennis de table en e-sport, je connaissais les effets, je connaissais les gestes. Donc, quand mon entraîneur me parlait de top coup droit ou de top revers, j'avais déjà de quoi y parler. Je savais tous les effets, couper et lifter. Et après, moi, j'ai eu la chance, qui n'est pas une chance pour tout le monde, mais moi, je trouve que c'était quand même une chance, ça a été le Covid. Le Covid, il est arrivé 1 an après que j'ai commencé, donc il n'y a pas eu de compétition, ça a été l'arrêt total. Le premier confinement, on n'avait pas le droit de s'entraîner, mais moi, j'ai été blessée et j'ai dû être au repos total pendant 3 mois. Et les 2e et 3e confinements, j'avais des dérogations, comme je suis sportive de haut niveau et en situation de handicap, pour pouvoir m'entraîner. Donc, avec mon entraîneur, on venait ici et on passait 3-4 heures par jour à s'entraîner. Et donc, j'étais toute seule avec mon entraîneur, que des entraînements individuels. Donc, ce qui a permis, une fois que le Covid était passé, que je sois championne de France en simple et en double dame, et après de commencer la compétition internationale. Donc, ça fait que quand j'ai commencé la compétition internationale, j'avais déjà un bon petit niveau. Je suis arrivée, alors que les nanas internationales ne me connaissaient pas, elles ne comprenaient pas trop pourquoi elles perdaient sur une petite jeune qui arrive de nulle part. C'est sûr, ça doit être quand même, même pour les top players qui sont en place depuis un moment sur circuit, ça doit être quand même assez impressionnant de voir arriver une jeune qui débarque et puis qui bat tout le monde comme ça.
jusqu'à gravir ce titre. Donc du coup maintenant je pense que ton nom est un peu sur toutes les bouches. On sait très bien que tu fais figure entre guillemets de favorite, l'une des favorites en tout cas pour les prochaines compétitions. Mais en tout cas, bah, c'est quand même assez remarquable d'arriver à gravir les échelons aussi rapidement, même s'il y a des circonstances atténuantes, oui effectivement, mais c'est quand même pas mal. Parce que tout le monde a été arrêté pour Covid, il n'y a pas que toi qui a eu la dérogation pour pouvoir t'entraîner. Et puis pour la petite anecdote, c'est qu'au tout début, quand je faisais mes premiers matchs sur mes compètes, il n'y avait pas tant, enfin les joueuses internationales n'étaient pas trop en train de me regarder, il n'y avait pas trop de caméras. Et je me rappelle d'un Open en Slovénie où je suis en train de faire un match et je vois une petite japonaise qui met son trépied avec son téléphone autour de ma table, une coréenne qui va faire pareil. Et en fait, pendant que je jouais, bah, t'avais mon téléphone qui filmait mon match, le téléphone de mon adversaire, mais t'avais d'autres caméscopes et téléphones autour. Ah ça c'est possible ça pour faire de l'analyse vidéo. Ouais. D'accord. Ah ouais, ça doit être quand même un peu stressant, non, d'arriver. Bah, t'es observé de partout, mais après tu te mets dans ta bulle et tu te dis bon bah ce qui se passe dans l'aire de jeu c'est ok, ce qui se passe autour tu t'en occupes pas, tu fais abstraction. Du coup, pour rebondir par rapport à ça, comment tu vis ta nouvelle notoriété? Ah bah, je suis appelée par tous les médias. Mais c'est vrai que oui, c'est difficile au début parce que bah, quand j'ai à peine sorti de mon podium, j'étais au téléphone avec l'équipe. Donc en fait, on n'a même pas le temps de réaliser qu'on est championne du monde, que tout le monde nous appelle en nous disant félicitations, on voudrait vous parler, ou des partenaires qui nous appellent pour nous féliciter. Et en fait, j'ai pas encore atterri, j'ai pas encore compris ce qui se passait dans ma tête que j'avais le téléphone qui sonnait partout et c'est ça et donc du coup c'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué et le temps que ça redescende et qu'on réalise il y a déjà eu plein de coups de téléphone qui sont passés. D'accord. Pour toi, quelles sont les qualités qu'il faudrait avoir pour être une bonne joueuse de tennis de table? Il faut une bonne adaptation. Il faut bien s'adapter parce que en tennis de table, en plus en fauteuil, je trouve que c'est encore pire parce que tu as des plaques différentes au tennis de table. Tu peux avoir des backside, tu peux avoir des plaques avec des picots qui inversent du coup les effets. Donc là, faut vraiment s'adapter. C'est vachement technique. Tu as des anti-top, donc c'est des plaques lisses qui mettent pas trop d'effets. Et puis après, tu as des systèmes de jeu complètement différents. T'en as qui vont plus démarrer, d'autres qui vont plus attaquer. Ils vont mettre plus ou moins des effets. Et après, au tennis de table, faut s'adapter aussi par rapport à l'handicap qui est en face de nous. Parce que en e-sport, tu joues un peu sur le handicap de ton adversaire. D'accord. S'il a du mal par exemple, à faire du avant-arrière parce qu'il a une défaillance au niveau des abdos, bah, tu vas aller jouer sur ce handicap-là. Je prends l'exemple, par exemple, de la Thaïlandaise que j'ai jouée en finale. C'est une joueuse qui a une jambe gauche, mais qui n'a pas de jambe droite. D'accord. Donc, pour aller chercher les balles dans le coup droit, tu as moins d'appui puisqu'il te manque une jambe. Donc, bah, tu vas essayer de la déstabiliser dans son revers pour après la déstabiliser dans son coup droit, là où elle perd un peu plus d'équilibre pour avoir une balle favorable pour pouvoir démarrer, par exemple. Donc, faut s'adapter, il faut être vif et rapide parce que, mine de rien, au tennis de table en e-sport, t'es collé à la table. Donc tu prends la balle très tôt au rebond. Donc, ça va très, très vite. Alors qu'en valide, tu peux te reculer, te laisser un peu plus de temps. Ouais. Ok. Et puis, bah, faut être très stratège parce que faut aller chercher justement les points où ça fait mal en face. Tu peux faire des chandelles, c'est des balles rétro qui atterrissent juste derrière le filet, qui sont pour la plupart du temps intouchables en e-sport. Les petits côtés aussi. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de... Faut vraiment jouer sur l'aspect vicieux, de pouvoir mettre une balle là-bas. De toute façon, c'est de la stratégie, hein. Ça reste de la stratégie. J'aimerais savoir quelle est ta fréquence d'entraînement par semaine et qu'est-ce que tu travailles en particulier? Je m'entraîne à peu près 20 heures par semaine. Ah oui. C'est pas mal, ouais. Ah ouais. Je pars une semaine par mois en stage France. Donc là où je joue du spécifique fauteuil avec les gars de l'équipe de France. Et donc après, quand je suis ici, je m'entraîne à peu près 20 heures par semaine avec des horaires qu'on adapte. Par exemple, avant les championnats du monde, bon, bah, je m'entraînais le lundi matin, le lundi après-midi avec mon entraîneur, alors qu'en semaine normale, je m'entraîne pas le lundi parce qu'on n'a pas la salle de Bois-Guillaume le lundi. Mais sinon, c'est réparti sur le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Généralement, il y a 20 heures. Ah ouais, d'accord. Et après, tu rajoutes 2 heures de kiné, tu rajoutes 2 heures de prépa physique. Bah justement, c'est très important ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu fais en prépa physique pour justement performer au haut niveau en tennis de table? On fait surtout pas mal de renforcement musculaire. D'accord. Parce qu'au tout début, quand j'ai commencé, j'avais pas une forme physique de dingue. J'arrivais pas à faire les abdos, j'avais pas mes abdos hyper développés. Là maintenant, j'arrive à faire des abdos. Je suis un peu plus forte en gainage. Bah c'est ça, à mon avis, ouais, pour aller chercher les coups, il faut avoir une certaine forme de gainage. Il faut avoir
bonne musculature quand même. Et après, il faut avoir une bonne rapidité. Donc, on essaie de travailler la rapidité avec des exercices. Il faut être réactif. Donc, des exos de réactivité où tu laisses tomber des balles, il faut les rattraper avant qu'elles tombent. D'accord. Après, tu as du cardio aussi. Parce que, mine de rien, il faut savoir tenir le long d'un échange. Pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui est vraiment extérieur à ça, tu sais, il y a des sports où on visualise pas forcément le besoin de prépa physique. Donc, c'est pour ça que je pose cette question. Et puis, le tennis de table, quand tu parles du tennis de table à tout le monde, ils voient le camping, ils voient le loisir, et donc ils se rendent pas compte que, en fait, c'est vraiment, il faut travailler le cardio, c'est hyper rapide et que c'est un réel sport. D'accord. J'aimerais savoir quelles sont tes astuces pour atténuer le stress avant une compétition ou avant un match. J'ai des petits rituels. Dis-nous tout. J'aime bien reculer et remettre et réavancer mon fauteuil dans un angle particulier pour pouvoir avoir mes roues bien alignées déjà. Quand je présente ma balle par exemple au service, je pose mon index sur la table avant de retourner ma main. C'est quelque chose que je fais tout le temps. Et quand je sers du revers, ce qui fait rire un peu tout le monde, c'est que je penche ma tête à gauche. Alors c'est un réflexe que j'ai depuis le début, mais c'est vrai que c'est des choses que je fais régulièrement. J'aime bien aussi remettre les mousses qui me servent à caler mes jambes. D'accord. Et donc en fait tous ces petits rituels-là me permettent de calmer un peu et de passer à un nouveau point, et que si le point d'avant s'est super bien passé, de faire redescendre la pression, et que si ça s'est pas bien passé, de passer à autre chose. Et si par exemple j'ai plusieurs points où ça se passe pas très bien, donc dans ce cas-là je recule et je détache mes pieds, je les réattache. Ok, d'accord. Ouais, t'as vraiment des petites astuces pour chaque moment. Et je respire entre les points parce que j'ai tendance à jouer en apnée, donc je respire entre les points. Ah, d'accord, ok. Et ça te permet, ça te gêne pas de jouer en apnée C'est parce que je le fais naturellement. Alors normalement, je suis censée respirer. J'ai pas Ton encore entraîneur doit se tirer les cheveux, je pense, sur... Non, ça va. Mais c'est quelque chose qu'on travaille. Mais c'est vrai que je respire un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Quelles sont tes ambitions personnelles à court terme et à long terme? À court terme d'abord, pour commencer. En dehors du ping dans le ping et en dehors. À court terme, on a continué de s'entraîner. Là, l'année prochaine, on va partir sur des compétitions internationales pour commencer la préparation et la qualification pour les Jeux de Paris. D'accord. Ça va commencer en mars, les Open, jusqu'en mars 2024. Ça va être la période de qualification. Donc, on en a programmé à peu près 8, dont la tournée asiatique pour pouvoir aller jouer les Coréennes, les Thaïlandaises et les Chinoises. D'accord. J'espère quand même les jouer à un moment donné, parce que je les ai jamais jouées. Et donc, il y a les championnats d'Europe aussi en septembre, en Angleterre. Donc, si on peut décrocher le titre de championne d'Europe en classe 4-5, parce que pour le coup, là, on mélange 2 classes de handicap. Donc, il n'y a pas que les classes 5, il y aura là aussi les classes 4. Et après, long terme, c'est les Jeux de Paris, quoi. Mais c'est du long terme très, très proche, parce que les Jeux de Paris, ça va être dans 2 ans. Ça se prépare dès maintenant à l'entraînement. C'est pour ça que je te pose la question, que je t'ai posé la question par rapport au JO. Quel était ton objectif? Donc, on voit très clairement la planification qu'il y a pour arriver en forme et prête à avoir cette médaille au JO. En tout cas, la jouer, ce qui est déjà très bien. Par rapport au JO, du coup, tu vas retrouver l'équipe de France. Et j'aimerais savoir comment est l'ambiance en équipe de France. Elle est super. On a été vraiment bien accueillis. En plus, moi, je suis pas arrivée toute seule. On est arrivé avec le petit groupe de jeunes, justement. Et les anciens, c'est vrai qu'ils nous ont super bien accueillis. Ils sont porteurs de conseils. Dès qu'ils peuvent nous apporter un petit peu leurs conseils et leur expérience, ils le font, et ils le font vraiment bien. C'est vraiment cool. Il y a un mélange de générations qui est vraiment bien. Oui, qui fait qu'il y a quand même des transmissions, des passations un peu de... D'accord. Pour continuer avec cette question en équipe de France, et pas qu'en équipe de France, du coup, j'aime bien poser cette question. Quel est le coéquipier ou la coéquipière qui t'impressionne le plus, et surtout pourquoi? Je dirais Fabien Lamiro, qui est mon partenaire de double. Et pourquoi? Parce que il a un palmarès de dingue. C'est là, par exemple, il a été de nouveau champion du monde pour la 3e fois. Ça fait 12 ans que Fabien Lamiro a le titre de champion du monde. C'est juste dingue. Il est quadruple champion paralympique. Ah oui, là c'est quand même une grosse pointure dans le domaine. Dans le domaine, d'accord. Donc effectivement, c'est ton partenaire en plus. C'est mon partenaire de double, qui est venu me voir juste avant ma finale en plus pour me parler, parce qu'il voyait justement que j'étais stressée.
Et il est venu me voir et justement, il a partagé avec moi ce que je te disais. Les anciens n'hésitent pas à venir voir les petits jeunes pour les conseiller. Ça, c'est vraiment cool. Je te pose une dernière question pour cette partie. Tu dois choisir, donc tu dois te mouiller. Si je te donnais l'opportunité de changer quelque chose dans le domaine du tennis de table, dans ta carrière, qu'est-ce que tu changerais? Je sais pas. Si tout se passe bien, tu peux me dire rien du tout. Et puis... Bah, qu'est-ce que j'aurais pu changer? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Parce que mon parcours, il s'est super bien déroulé pour le moment. Donc, c'est pour ça. Bah, tu peux me dire rien, effectivement. Il y a rien eu qui est venu faire dérailler la machine pour le moment. Donc, bon, on espère que ça continuera. C'est ça. Très bien. Mode athlète. Deuxième partie, visualisation. Je te situe le contexte. JO 2024. Tu es au service pour une balle de match. Après un échange de 18 secondes, tu finis par remporter le point avec un très beau coup droit. Alexandra Saint-Pierre est championne olympique. Question, quelle est la personne à qui tu penses en premier? Mon entraîneur. Et pourquoi? Parce que c'est le premier qui a cru en moi, c'est le premier qui m'a dit, mais en fait, tu as un réel potentiel, il faut que tu fasses de la compète. Il t'a vraiment poussé sur la voie de la compétition. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, c'est la personne avec qui j'ai entièrement confiance et que je confie mon projet, qui m'aide à mener mon projet et qui m'a soutenu dès le début. Quand on était arrivé à Bois-Guillaume, par exemple, petite anecdote, il n'y avait pas d'ascenseur. Donc, en fait, on faisait tout le tour du gymnase et on allait au bout descendre une belle rampe qui n'était pas accessible. C'est lui qui l'a fait pendant 2 ans. C'est vrai oui, que vraiment, au tout début, j'avais pas de voiture. C'est lui qui venait me chercher à l'entraînement pour m'emmener à l'entraînement. Donc, il a été vraiment un pilier, que ce soit dans le ping, mais aussi à côté, quoi. Donc oui, effectivement, il contribue grandement à ton parcours, à ton succès pour l'instant, qui est un succès. Hein. Ah bah oui. Donc, bah, ça fait vraiment plaisir d'avoir des entraîneurs autant impliqués comme ça. Je ne le change pas. Ah bah. Je le change pas. Quand tu m'as dit je change de club, j'ai dit je te suis. Et ça faisait 3 mois qu'on travaillait ensemble. D'accord. Donc là, s'il changeait de club, tu partirais avec lui? Oui, il y a de fortes chances. Okay. À moins qu'il parte très très loin et que ça soit vraiment très compliqué pour moi, mais sinon, non, je suivrai. D'accord. Mode athlète. On passe aux valeurs. Alors, dans cette partie-là, moi, je vais te soumettre 2 mots et tu vas me donner, toi, ton ressenti sur ce que tu entends par ces mots-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ok. Il n'y a pas de piège. Hein. Non, non, non. Non, il n'y a pas de piège. Qu'est-ce que, pour toi, être authentique? C'est rester soi-même, quoi qu'il arrive, et être fidèle à ses valeurs. C'est une belle réponse. Ça te va? Oui, ça me va. Ok. Mode athlète. Partie sans tabou. Donc, des questions-réponses. Je te donne 2 choix. Tu choisis un des 2. Alors, t'es plutôt revers ou coup droit? Revers. Avec la tête. J'ai toujours la tête penchée sur un côté. Mais c'est parce que, en fait, en fauteuil, bah, tu joues les 3/4 de la table en revers. D'accord. Tu prends plus de revers. Pour être en coup droit, bah, faut se tourner un petit peu. Ok. Là, le revers, t'as pas besoin de bouger et tu prends les 3/4 de la table avec. Tu préfères gagner par 1 point d'écart ou gagner par 10 points d'écart? Bah, gagner par 10 points d'écart. Ok. Même si gagner par 1 point d'écart, ça met du suspense, c'est mieux de gagner par 10 points d'écart. Tu te sens mieux, au moins tu as moins de stress. C'est ça. Puis ça montre que tu es au-dessus et que tu as bien bossé. Et que ce que tu mets en œuvre à l'entraînement marche en match. Effectivement. Avant un match, totale détente ou stress à imaginer les scénarios? Entre les deux. Non, peut-être plus côté détente quand même. Même si je stresse, c'est vrai que je contiens bien mon stress et que je peux paraître très détendue, même si intérieurement je ne le suis pas. Ok. Donc du coup, parce que là, tu m'as dit entre les deux. Oui, non, mais quand même, côté peut-être plus détendu. Plus détendu. Mais... Ça marche. Cuisiner ou Uber Eats? Cuisiner. Cuisiner. Team sucré ou team salé? Sucré. Sucré. Film au cinéma ou série sous la couette? Série sous la couette. Série sous la couette. Écouteur ou concert en plein air? Écouteur, quand même.
Et pour finir, la dernière, apéro en terrasse l'été ou raclette hivernale? Apéro en terrasse l'été. Apéro en terrasse l'été. Ok, très bien. Bah écoute, merci Alexandra de m'avoir reçu. C'est un plaisir. Encore une fois, félicitations pour ton titre de champion du monde. Et puis, nous, on aura l'occasion de te suivre